Salut Elsa, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Elsa, tu es rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Ouais. Et si je t'ai invité, c'est d'abord parce qu'on discute souvent ensemble sur le plateau de BFM TV et que j'aime beaucoup tes analyses. Et je voulais qu'on parle de ce qui est en train de se passer à l'est de la France entre la Russie et l'Ukraine, la guerre, hein, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça Ouais, ici. on peut. Et du coup, ma première question, c'est maintenant, ça fait près de 8 mois en fait qu'a commencé le conflit. Est-ce qu'on est parti pour un conflit en fait qui va s'éterniser? Il y avait un expert l'autre jour qui disait à la radio, vous savez, c'est une guerre longue et on en est au tout début en fait de cette guerre parce que les guerres d'invasion au XXe siècle, elles ne durent pas, elles sont pas éclairs quoi, elles ne durent pas un an, ça va s'éterniser. Est-ce que toi tu partages en fait cette intuition? Tu penses que ça va durer encore pendant des années et qu'on est au tout début de la guerre? Alors, si on se base sur le nombre de conflits dans lesquels la Russie s'est impliquée les 20 dernières années, disons, oui, c'est une analyse qui a beaucoup de sens parce que c'est une des pratiques de la politique étrangère russe d'intervenir soit pour créer des conflits, soit pour mettre une pause temporaire à un conflit qui est dans une phase aiguë, dans la région que la Russie considère comme être sa zone d'influence. Mais ce n'est jamais pour le régler, toujours soit pour l'éteindre temporairement, mais surtout pour pouvoir le réactiver le moment venu à des fins politiques diverses. Donc il y a de fortes chances que ce soit en tout cas une des options pour les Russes, sachant que un des autres leviers, souvent dans la politique étrangère russe, c'est d'exercer une capacité de nuisance, et cette capacité de nuisance, elle est quand même le mieux exploitée quand il y a un conflit en cours, souvent un conflit quand même de relativement basse intensité qui fait des pertes humaines énormes, à la longue, mais dont l'intensité sur le moment est pas perceptible. Alors en ce moment, on n'est pas dans cette phase, avec ce qui nous concerne directement. Donc cette guerre, la guerre en Ukraine, c'est une guerre d'intensité quand même moyenne qui fait des pertes importantes. Bien sûr, le nombre de pertes fait l'objet de discours politiques et globalement dissimulés par les différents acteurs. Donc pour l'instant, on est dans une phase très aiguë. On est peut-être en droit de croire qu'on a été très surpris à de nombreux moments de ces 9 mois qui viennent de s'écouler. On a été surpris par de nombreux développements. Peut-être que la fin de cette guerre arrivera plus tôt. En tout cas, à la fin de la guerre, dans sa partie la plus active et la plus brûlante, si je puis dire, et qu'après on sera dans une guerre plus de position. De façon très schématique, on a parfois tendance à résumer ce qui s'est passé pendant ces 8 mois en fait en deux grandes phases. La première phase, c'était la phase où la Russie était conquérante en fait en Ukraine et qu'on avait l'impression qu'ils allaient arriver jusqu'à Kiev sans aucun problème, on va dire. Et la deuxième phase, donc au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est le moment où la résistance ukrainienne s'est mise en place et où la Russie a commencé à accumuler les revers, notamment militaires, et a été obligée de se rétracter à certains endroits. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans cette phase de rétractation, on va dire, et de perte de certains territoires, même si c'est en fait relativement, faut le nuancer en fait, ces pertes de territoire, parce que c'est pas énorme quand on regarde les cartes, ce qu'ils ont perdu dans les derniers mois. Mais est-ce que toi tu analyses aussi, voilà, ce qui s'est passé dans ces 8 derniers mois par rapport à ces deux phases, ou est-ce que c'est plus fin que ça? Pour moi, c'est un peu plus fin et un petit peu plus mêlé que ça, même si, à première vue, si je devais en parler à quelqu'un qui connaît pas le conflit, j'utiliserais probablement ces deux moments aussi. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une volte-face du point de vue de la stratégie russe et des plans russes qui ont été validés par l'exécutif. Les objectifs aussi ont, semble-t-il, changé. On est parti donc sur des objectifs de changement de régime, de prise de contrôle éclair d'un pays avec le soutien de la population, des objectifs qui n'ont pas été atteints et qui n'étaient pas atteignables. Et on est passé sur, et ça c'est ce qu'on aimerait bien savoir, soit couper l'Ukraine de sa frontière maritime et annexer définitivement le Donbass, la totalité du Donbass, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas fait, et pour la frontière maritime qui semble infaisable à l'heure actuelle. Effectivement, on a vu l'Ukraine passer à l'offensive cet été, mais à l'heure où nous parlons, et depuis plusieurs mois déjà, alors qu'effectivement on a vu que les Russes avaient quitté Kherson, ce dont on parlait moins, c'est que un peu plus au nord de Kherson, toujours donc dans le Donbass, les Russes cherchent à prendre Bakhmut et la zone d'Avdiivka. Ça fait 4 mois que ce combat a lieu, et là, ni les Russes ni les Ukrainiens ne l'emportent. Donc effectivement, il y a, je dirais que c'est presque, c'est un mouvement croisé ou en spirale. Il y a des poussées russes
il y a des poussées ukrainiennes. Aucune de ces poussées ne sont significatives et ne permettent à l'un ou à l'autre de l'emporter. Ce qu'on ne sait pas en réalité, c'est la marge de manœuvre laissée à l'Ukraine par ses alliés occidentaux pour intervenir, non pas sur son territoire, mais à l'extérieur de son territoire, c'est-à-dire faire des frappes stratégiques en Russie. On voit, en tout cas sur les 2 dernières semaines, que ces frappes qui existaient déjà dans la région frontalière, vers Belgorod, même si elles étaient assez dissimulées dans les informations russes, parce que c'est quand même gênant, et c'est gênant de montrer que le territoire peut être attaqué. Et par ailleurs, je pense qu'il y avait aussi du côté russe une forme de retenue, c'est-à-dire que si on commentait pas les chutes d'obus ou de missiles sur le territoire russe, on était aussi comme ça dispensé de dire ok, maintenant vous nous attaquez, on est obligé d'escalader. Donc je pense que paradoxalement, on est quand même pour le moment pas dans une guerre totale. C'est peut-être pas ce qu'on a vraiment envie d'entendre, mais je pense que les Russes pourraient taper beaucoup plus fort. Ils tapent déjà très fort et ils ne devraient pas taper, ça c'est certain. Et donc, on est quand même dans ce moment où les Ukrainiens commencent à taper sur des dépôts d'armes, sur des espaces où sont stockés des bombardiers, de plus en plus loin dans le territoire russe. Avant, c'était la zone frontalière. On a vu la mort dans un attentat de la fille d'un des idéologues du nationalisme russe, attentat à proximité de Moscou. Alors, soit mené par des services secrets ukrainiens, soit avec des alliés. Et là, on a vu la nuit dernière, et cette nuit encore, des frappes à Bryansk, des frappes à Saratov et à Ryazan. C'est-à-dire dans la profondeur quasiment du pays russe, à environ 1000 km à l'intérieur. Donc, on est dans un autre moment encore stratégique. Maintenant, je me dis aussi que si on dézoome, ça fait que 9 mois que cette guerre a commencé. On voit que c'est une guerre finalement à la fois d'artillerie et de défense antiaérienne. Tout se joue autour de ces 2 corps d'armée et de ces 2 équipements. Et puis c'est une guerre finalement financière et d'infrastructures électriques. Et là, le 3e protagoniste, ce sont les alliés de l'Ukraine. Donc il y a une grande partie aussi de la guerre qui se déroule hors du terrain militaire, dans nos stocks d'armement, dans les livraisons qu'on fait de ces armes. Justement, tu parles de ces 3 points en fait, de ces 3 paramètres finalement qui caractérisent ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Dans tout le développement que tu viens de dire, il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est le mot de frontière, qui est quand même un mot qui est très important et sur lequel aujourd'hui on a un peu de mal en fait à avoir une approche, on va dire, claire et nette. Emmanuel Macron, qui était en visite aux États-Unis, à son retour, il a fait une interview et dans son interview, il a parlé de cette question des frontières et il a notamment avancé, c'était samedi, il a notamment dit une chose qui m'a étonné, et il a dit que la Crimée était ukrainienne. Enfin, il a avancé, il a dit de façon un peu plus nuancée que ça, mais au fond c'était ça. C'est-à-dire que, en fait, finalement, revenir en fait aux frontières de l'Ukraine, exactement de 91. Est-ce que cet enjeu-là, cet enjeu de, en fait, est-ce que le Donbass, est-ce que dans le cadre d'une stratégie de la paix qui serait efficace, est-ce qu'on doit dire bon bah le Donbass, tant pis, ça sera russe, et la Crimée, tant pis, c'est perdu aussi, ou est-ce que la stratégie d'Emmanuel Macron de dire bah non, la Crimée elle est ukrainienne et au nom de la souveraineté des États et le Donbass aussi est ukrainien, est-ce que ça tu penses que ça peut avoir de l'avenir en fait comme stratégie si on a comme objectif, comme je le pense Emmanuel Macron la paix? Ouais, moi je pense que ça peut avoir un avenir. Ça fait partie des choses que j'ai recommandé de ne pas exclure, notamment de la négociation. Et je pense que c'est très important d'entendre qu'il y a plusieurs moyens d'atteindre ces objectifs. On nous a souvent opposé le fait, opposé à ceux qui pensaient que la Crimée aussi pouvait être un élément de la négociation ou de la discussion avec les Russes, que c'était une ligne rouge historique, que les Russes n'accepteraient jamais. Moi je doute que ce soit le cas. Tout simplement parce que, avec un argument assez basique, les Russes, dans l'État russe, ont vécu des décennies sans la Crimée. Ce qu'ils voulaient, c'est avoir accès à la Crimée, personnellement, c'est un espace voilà très marqué, c'est la destination valorisante soleil, et voilà, il y a un historique de la Crimée, il y a un imaginaire de la Crimée, et puis il y a une base militaire dont les Russes avaient négocié l'usage avec les Ukrainiens. Donc il y avait aussi une capacité à transiger. Après on nous a dit bon voilà, la Crimée, Vladimir Poutine en fait une ligne rouge, c'est certainement un symbole très fort. Hier il a réinauguré le pont de Kerch au volant d'une voiture comme il l'avait fait il y a de cela longtemps. Voilà.
Moi, je suis frappée d'une évolution. Jusque-là, je trouvais qu'Emmanuel Macron n'avait pas prononcé ces mots. Et il y a environ 3 semaines, on avait commencé à parler de la possibilité pour l'Ukraine de recouvrer effectivement ses frontières de 1991. Sans évoquer la Crimée en elle-même, et là, on parle de la Crimée en elle-même. Moi, ce que j'entends bien, et c'est aussi ce que je crois déceler dans les propos récents du président Zelensky, c'est que la Crimée ne serait pas tant un objectif militaire, hein, qu'un objectif de négociation autour d'une table, une fois ces négociations ouvertes, mais bien sûr, ça se ferait sur la base d'une défaite ou de défaites au pluriel militaires russes sur d'autres terrains et très probablement dans le Donbass. Maintenant, c'est vrai que ça pourrait être un objectif pour Vladimir Poutine d'ouvrir un round de négociation s'il arrivait à reprendre la totalité du Donbass, à prendre la totalité du Donbass plutôt. Donc les Russes avaient progressé, ils ont reculé de 15% à peu près de ce qu'ils avaient pris. Là, ils essayent à Bakhmout de remonter et aussi de prendre le contrôle d'un réservoir d'eau qui leur permettrait de fournir dans le Donbass de l'eau potable de qualité. Il y a un vrai problème de qualité de l'eau dans le Donbass. Donc c'est aussi ça que les Russes veulent. Moi, je pense que la Crimée peut tout à fait faire partie du package discutable. Peut-être pas avec un simple retour au sein de la souveraineté territoriale ukrainienne d'un seul coup, d'un seul par la magie de la signature d'un traité. Mais on peut envisager, et je pense que les autorités ukrainiennes actuelles y sont ouvertes, un dispositif, par exemple, de sa présence de troupes internationales, sans participation évidemment de troupes russes, mais mandat de l'ONU, et présence de troupes internationales d'interposition, référendum d'ici 5 ans, par exemple. Et je pense que les autorités y seraient ouvertes, et je pense qu'aujourd'hui, si on encourage un règlement de la question de cette guerre et des pertes territoriales ukrainiennes sans inclure la Crimée, on va se retrouver, bon an mal an, dans la même position que celle qu'on a eue avec les accords de Minsk, c'est-à-dire d'entériner les gains qui peuvent être faits alors, d'une agression pour la Crimée, c'est un peu différent, mais d'un tripatouillage d'une opération des services secrets et d'un tripatouillage de facto. Il y a des pro-russes en Crimée, ça, personne ne l'a jamais nié, mais il y a eu aussi une appropriation et une acculturation de la population de Crimée à l'État ukrainien, et il n'y a jamais eu de vrai sondage ni de vrai référendum digne de ce nom pour demander aux Criméens à quel État voulez-vous vous identifier, de quel État souhaitez-vous être ressortissant. Tu parles de discussion, tu parles même de négociation. Ouais. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en est loin, ouais. On en est assez loin, même si on a vu que, je reparle du voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis, où on a vu que Joe Biden a avancé. Hein, il a lui-même parlé de négociation, alors qu'auparavant, on avait l'impression que du côté américain, ils n'étaient pas très ouverts à ouvrir des négociations avec la Russie. Comment ça se passerait en fait des négociations, et est-ce que finalement, si aujourd'hui on commençait à ouvrir des négociations avec la Russie et l'Ukraine comme partie prenante, mais aussi, j'imagine, d'autres acteurs des relations internationales, comment ça pourrait se passer, et est-ce que ça ne donnerait pas finalement le point à la stratégie de Vladimir Poutine, c'est-à-dire de l'entériner comme un acteur légitime du jeu international. Et je te dis ça ayant en tête aussi ce qui est en train de se passer à La Haye aussi, où le tribunal pénal international commence à viser Vladimir Poutine. Est-ce qu'un type qui commence à être visé par le tribunal pénal international peut siéger en fait à une table représenter une nation comme la Russie en accord multilatéral, quoi. Oui, alors il y a 2 questions dans la question que tu poses, et elles sont très importantes l'une comme l'autre. Alors si on va déjà dans la direction de quel process de négociation et comment fixer le cadre de ces négociations, il y a 2 choses l'une, hein. Soit et effectivement, il y a suffisamment de défaites militaires côté russe pour que les Russes trouvent le prétexte et la bonne présentation pour impulser ce mouvement de négociation. Et heureusement, si Zelensky accepte de discuter avec Vladimir Poutine, il a retiré cette condition. Donc, on pourra lancer ce round de négociation. Les Ukrainiens n'ont intérêt à négocier qu'en position de force. Et les Russes n'accepteront a priori de négocier que s'ils y sont contraints. Donc il faut d'abord qu'il y ait un moment décisif sur le terrain, un moment militaire. A priori. Ce qui pourrait changer complètement cette donne, c'est si en Russie, parce que pour le moment en Ukraine, on ne voit pas pourquoi un tel moment se produirait, un tel changement se produirait, c'est si en Russie, un changement de leadership, un changement de dirigeant à l'exécutif, c'est-à-dire
si Vladimir Poutine était remplacé par un autre leader, par un autre dirigeant, auquel cas, cette personne, quelle que soit son orientation politique, serait en droit de redéfinir l'agenda politique de la Russie, et notamment politique étrangère, et d'appeler à des négociations. Mais ça, tu y crois? Le changement à l'intérieur, une disparition de Poutine, enfin, je veux dire, par un putsch, un coup d'État, non, ou alors des élections. pas par un coup d'État ni par un putsch, mais je pense par une négociation, par un phénomène de négociation à l'intérieur des cercles du pouvoir. Je pense que c'est pas du tout impossible. De facto, depuis que la première vague de l'opération a échoué, l'option guerre éclair, on est quand même dans une remise en cause de la capacité de Vladimir Poutine à mener à bien ses opérations, c'est-à-dire à mener à bien ses plans politiques. Et c'est malgré tout la caractéristique première de ce qui est attendu en premier lieu du chef de l'exécutif russe. Il gouverne pour d'autres, bien sûr, il a pris soin d'établir sa sécurité et sa prééminence sur les autres acteurs politiques, mais il n'est pas seul, il gouverne pour d'autres. Si jamais il était prouvé de plus en plus, de manière répétée, qu'il n'est pas en capacité d'apporter à l'ensemble du système les gains que ce système attend, il pourrait être remplacé. Ça ne veut pas dire qu'il serait éliminé, mais ça voudrait dire qu'effectivement, on travaillerait à une solution politique où il sortirait. Ça avait été déjà envisagé il y a 2 ans, parce que Vladimir Poutine avait eu, semble-t-il, des velléités de s'éloigner du pouvoir, et il avait dû rester. Et donc, il y a des possibilités institutionnelles, des postes honorifiques qui pourraient être créés, des retraites avec des statuts particuliers. Et puis, après, faire apparaître, de facto, la constitution russe le prévoit, hein, si le président russe est empêché ou s'il y a une vacance, il y a 3 mois d'intérim avec le Premier ministre, puis des élections. Il n'y a rien de compliqué à tout cela. Ensuite, on peut aussi imaginer, et en quelque sorte, des choses se préparent en ce sens, un renouveau dans l'offre de partis en Russie. Et là, on sent qu'effectivement, notre grande surprise à tous, nous les observateurs, Evgeny Prigojine, qui avant était surtout un opérateur pour Vladimir Poutine, et notamment le chef des troupes de la compagnie de sécurité privée Wagner, serait en train d'être envisagé comme un chef de parti nationaliste qui viendrait redynamiser un peu le jeu et peut-être muscler la participation de la population russe à la guerre, créer une adhésion. Mais ça, attends, et ça, tu penses que genre avec Prigojine à la tête de l'État russe, ce serait plus facile d'envisager des négociations? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le champ politique russe, il est plus dynamique qu'on ne le croit. C'est sûr qu'avec Prigojine, on aura plutôt une inflexion droitiste, mais cette inflexion, elle peut, tout dépend de la place qu'auront les militaires dans ce dispositif, parce que effectivement, si la préférence est donnée soit au chef des Wagner, soit au chef, quel qu'il soit, des organes de sécurité, on aura un durcissement du régime. Si les militaires avaient plus voix au chapitre, ils commencent à l'avoir, mais dans une future architecture politique russe, ils seraient sans doute plus enclins à limiter la taille de l'opération et peut-être à opérer des négociations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager quel va être le devenir politique. Sans doute, il est plus plausible de penser à une forme de stabilité et donc d'opter pour une perte militaire, une défaite militaire qui amènerait à revoir, en quelque sorte, à repackager cette opération militaire spéciale qui est une guerre, et à la présenter peut-être comme globalement ayant rempli ses fonctions, avec la libération des Russes du Donbass, avec la protection de la Crimée si effectivement les Ukrainiens ne l'attaquent pas, et auquel cas on pourrait envisager par étapes successives une sortie de guerre. Moi je crois tout à fait que les Russes, l'exécutif russe est en capacité de représenter ces objectifs et de dire qu'ils ont été atteints et qu'on peut en sortir si la stimulation de leur côté est assez forte, donc si la perte est assez cuisante, ou le gain envisagé assez intéressant. Et la levée des sanctions peut tout à fait être un gain intéressant. Alors, c'est assez intéressant parce que je t'ai déjà entendu dire sur des plateaux que les lunettes en fait avec laquelle on regardait ce conflit étaient parfois un peu vieillottes et obsolètes, et que il fallait être ouvert en fait dans la vision du monde pour pouvoir véritablement apprécier les enjeux et les paramètres de cette guerre russo-ukrainienne. Pour autant, la façon dont là tu décris par exemple une possibilité de sortie de crise, ça fait très ancien monde quoi. C'est-à-dire c'est des États qui se mettent autour d'une table et parce que dans le rapport de force militaire ils ont perdu ou ils ont gagné, c'est ça qui leur permet d'installer finalement la discussion. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait à ça?
Alors, dans cette guerre, moi, je trouve ce qu'il y a de nouveau, bon, d'abord, c'est sûr que ça réactive des lignes de fracture, ça c'est l'ancien, ça réactive des lignes de fracture qu'on a déjà vues. En fait, ça a remis au bout du jour des lignes de fracture, et ça, ce sont les principaux acteurs politiques qui le font. Vladimir Poutine, il a remis au bout du jour, de manière très appuyée, ce qu'il pense être la zone naturelle d'influence de la Russie. Et ça a amené par ricochet aussi des réflexes, en fait, chez les observateurs étrangers et chez les Occidentaux. On a recommencé à penser en termes de guerre froide, et de fait, on voit des États centre-européens qui ont pu être colonisés ou dominés par l'Union soviétique ou la Russie, avoir une posture plus inquiète et rechercher plus de protection militaire. Et puis, une Europe continentale, enfin, une Europe UE, n'ayant jamais été colonisée ni dominée par la Russie ni l'Union soviétique, se posait plus en médiateur. Donc il y a la réactivation de ces vieux schémas. Je pense que ce qui est nouveau, d'abord, c'est qu'il y a une dimension politique et idéologique qui nous échappe. Cette guerre, elle se fait à contrario de tous les intérêts économiques de la Russie et de ses dirigeants. En revanche, elle se fait avec une vision du monde et un agenda politique qu'on a du mal à saisir. C'est un agenda politique qui visiblement s'est élaboré pendant les 2 dernières années, qui s'est vraiment cristallisé avec des composantes très agressives qui viennent bien sûr puiser dans un répertoire connu, donc la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, l'ennemi qui était le nazisme, le mal. Il y a quand même, je trouve, une dimension mystique ou eschatologique très particulière que jusque-là, on n'avait pas vue depuis très longtemps en Russie, qui, moi, me fait parler d'iranisation, en fait, du système politique russe. Maintenant, je pense que ce qu'on ne voyait pas assez quand on était des analystes de la guerre froide, et qu'il faut voir absolument aujourd'hui, ce qui manque toujours, c'est l'analyse des dynamique concurrente au sein des élites russes, des élites décisionnelles, et aussi l'intégration des demandes des populations. Et donc la population russe aussi, on a du mal à la cerner, mais il faut l'analyser, il faut analyser ces évolutions. Côté ukrainien, on les voit mieux. On sait que Zelensky avait une popularité assez faible, de l'ordre de 30% avant le début de la guerre. Aujourd'hui, il est très populaire. Si, en revanche, il était prêt aujourd'hui à appeler des négociations, probablement que toutes les dissensions politiques reviendraient à s'exprimer. Je pense que ce qui change aujourd'hui, ce dont on est un peu le porte-parole, ou ce qu'on amène quelques observateurs et moi, ou ce qu'on essaye d'amener dans le débat, c'est une capacité à faire entendre la manière dont le débat justement se formalise pour les Russes, se formalise pour les Ukrainiens, les enjeux et encore une fois les stratégies de survie et de recomposition des systèmes. Ça, c'est très important. Le système, le système ne travaille pas pour Vladimir Poutine, il est en symbiose avec. Et il y a des acteurs qui veulent survivre. Et Vladimir Poutine, s'il n'est plus en capacité de garantir la survie de ces acteurs, peut tout à fait être lâché par ces acteurs. La difficulté, c'est d'être prêt au changement quand on ne le voit pas encore arriver. Et savoir que s'il arrive, on sera prévenu les derniers, parce que c'est un système opaque. J'ai une dernière question, Elsa. C'est une question qui porte sur encore un vieux truc. Hein. Ouais. C'est l'OTAN. Ouais. L'OTAN qui a été réactivée. Hein. Je rappelle que Emmanuel Macron disait que c'était une vieille machine morte en état de mort cérébrale ou je sais plus quoi. Aujourd'hui, vraiment, il est au centre du jeu. L'OTAN. Je vois à gauche les réticences que énormément de gens, notamment à la France Insoumise, ont vis-à-vis de cette organisation. Dès qu'en gros ils le voient dans une résolution, ils peuvent plus voter la résolution parce qu'ils considèrent que c'est vraiment horrible. Même si force est de constater que il y a des pays membres de l'OTAN, à savoir certains pays baltes, qui sont très contents en fait d'être dans l'OTAN parce qu'ils savent qu'ils pourront pas du coup être envahis par la Russie, parce que si la Russie commence à mettre un pied dedans, à contrario de ce qu'ils ont déjà connu dans le passé. Exactement. Donc j'imagine que ça a quand même une certaine utilité à cet endroit. Mais est-ce que la présence centrale aujourd'hui de l'OTAN sur la question russo-ukrainienne ne tend pas aussi un peu plus à réactiver, à la fois polariser, mais aussi réactiver en fait les vieilles grilles de lecture du monde? Ouais, je pense que ça vient brouiller en fait notre regard, et c'est vrai que sur l'OTAN, moi j'ai l'habitude de rappeler plusieurs points. C'est que d'une part, effectivement, c'est une alliance militaire, et si cette alliance s'était dissoute, tout comme le pacte de Varsovie a été dissous,
on aurait eu au moins la possibilité, on aurait au moins privé l'exécutif russe de la capacité de nous dire, en fait, vous pesez une menace, vous êtes une menace existentielle contre les intérêts de sécurité de la Russie, puisque vous avez une alliance militaire contre nous de facto. Ça, honnêtement, j'en aurais volontiers fait l'économie, ça nous aurait simplifié les négociations à tous. Maintenant, je pense que l'OTAN, à l'heure actuelle, étant donné des choix qu'on a fait depuis très longtemps, c'est à court terme la condition sine qua non de pouvoir mener une politique européenne de défense face à cette guerre d'agression et peut-être de voir l'émergence d'une politique étrangère européenne, même si, à moyen terme, je suis d'accord, ce sera une contradiction flagrante qu'il faudra régler à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas en capacité de fournir l'effort militaire nécessaire pour s'opposer, c'est-à-dire soutenir l'Ukraine, face à cette guerre d'agression. Donc sans OTAN, pas de capacité de résistance pour l'Ukraine à l'heure actuelle. Oui, c'est terrible de voir que des Allemands vont choisir de s'équiper côté américain et non pas côté industrie de défense européenne. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra régler d'ici 15 à 20 ans. On aura une offre plus aboutie. Il sera temps de le faire. À l'heure actuelle, l'OTAN est présent. Il y a une demande, notamment des pays baltes, mais aussi de la Pologne, par exemple. Oui, l'OTAN nous divise, ça sert à ça. Pour les Américains, c'est un gain d'avoir l'OTAN. Effectivement, ça empêche l'émergence de cette unité de pensée en défense et en politique étrangère dans l'Europe. Néanmoins, pour le moment, on ne peut pas en faire l'économie. Enfin, j'aimerais dire que ne pas être otanien, et je ne suis pas otanienne, ne pas être atlantiste ne signifie pas devoir endosser un agenda politique d'acteurs politiques comme Vladimir Poutine qui font d'abord et avant tout le malheur de leur population avant d'engendrer, et c'est en droite ligne, une politique étrangère de domination. La domination, elle commence, j'ai envie de dire, à domicile, et c'est pas pour rien qu'il y a aussi de grandes flambées de violence domestique en Russie, concomitamment à cet agenda militaire, au retour de l'idéologie militaire. Donc, quand on veut lutter contre ces régimes autoritaires, il faut lutter effectivement contre la domination sur la population du régime concerné, car elle conduit nécessairement à des guerres d'agression. Lutter contre ça, ça ne veut pas dire être atlantiste. Ne pas être atlantiste ne veut pas dire endosser Vladimir Poutine. Je pense qu'il faut penser la troisième voie, c'est toujours la plus difficile, c'est celle qui a souvent fini dans une cave de la Loubianca, mais il faut penser cette troisième voie, il faut la penser à l'échelle européenne, je pense, et je pense surtout qu'on est en train de voir ces prémices-là au niveau de la Commission européenne, a priori, même si nous serons à moyen terme empêchés par l'OTAN, il faudra à ce moment-là résoudre le problème. Merci beaucoup Elsa. Merci à toi.